Marcel Cabandin. Bonjour Monsieur Laurentin. Merci d'être avec nous et bonjour Jean-Pierre Chrétien. Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Bordeaux qui vous accueillent. Bonjour Jean-Pierre Chrétien. Effectivement, bonjour. Merci également d'être avec nous. Alors, peut-être déjà expliquer à nos auditeurs ce qu'est cette idéologie amitique qui est le sous-titre de cet ouvrage que vous avez publié en commun. Une idéologie qui remonte au XVIIIe siècle, au tout début du XIXe siècle, en tous les cas, qui a fait beaucoup pour ce qui s'est passé ensuite dans les années à partir de 1959 et jusqu'à 1994, Jean-Pierre Chrétien. Oui, c'est un terme qui est surtout fonctionné à partir du milieu du 19e siècle. C'est un mot un peu étrange que finalement peu de gens connaissent. Tout le monde a entendu parler de la fameuse, entre guillemets, malédiction de Cam qui pèserait sur les Noirs, d'après le texte de la Genèse. Mais ce mot amitique reprend le terme de Cam ou Ham dans sa formulation. Mais en fait, c'est un mot valise créé au milieu du 19e siècle pour désigner un groupe de peuples dans le cadre d'une vision raciale. C'est-à-dire qu'on distingue disons, je vais très vite, les Aryens, les Sémites et les Hamites. Alors, les Hamites, ça va être une série de populations qui vont d'abord être localisées entre le Proche-Orient et l'Égypte, puis peu à peu, le mot va s'étendre vers d'autres populations de l'Afrique pour désigner en fait des Africains qui ne seraient pas des nègres. Le mot nègre renvoyant à l'image du noir telle qu'elle s'était forgée au cours des siècles et notamment à l'issue de la traite des esclaves. Donc dès que les voyageurs, dès que les chercheurs ont identifié des populations qui semblaient bien organisées, qui semblaient physiquement différentes du stéréotype du nègre de débit de tabac, comme disait un chercheur de l'époque, eh bien on dit ce ne sont pas des nègres, ce sont des Hamites. Au fond, donc ce mot Hamite a été forgé par des scientifiques qui se voulaient, au milieu du 19e siècle, précis, disant le récit de la Bible ne concerne que le Proche-Orient, donc les Hamites, les fils de Cam, disons, dans cette idéologie, dans cette légende de la Genèse, ne peuvent pas être des Noirs, et donc ce mot va être utilisé systématiquement par des linguistes, des archéologues, des ethnologues, et va être à la base souvent on l'a oublié aujourd'hui, de toute une littérature énorme littérature. Vous l'avez parcouru pour votre livre avec Marcel Cabandin. C'est une littérature proliférante, pourrait-on dire, qui maintenant effectivement n'est plus du tout lue, plus du tout connue, mais qui a eu des influences jusqu'à très récemment, à la fois chez des chercheurs, mais également chez des curieux, pourrait-on dire, du 19e et du 20e siècle, Jean-Pierre Chrétien. Oui, c'est ça. En fait, fondamentalement, c'est l'idée qu'il y a des vrais nègres et des faux nègres. Et cela imprègne un livre qui a été réédité sans arrêt des années 1930 aux années 1950. C'est le livre de Charles Seligman sur les races d'Afrique. Et donc, c'est devenu un tic. Chaque fois qu'on décrit une population en Afrique, est-ce que ce sont des nègres ou bien est-ce qu'ils n'ont pas du sang hamite? Bon. Et alors, effectivement, cela imprègne toute une littérature scientifique, mais aussi les récits de voyage, mais aussi parfois des tracts touristiques, enfin c'est omniprésent depuis Ernest Renan et Gobineau, parce que quand même Gobineau parle de cette première coulée blanche en Afrique il y a 5000 ans, ça commence un peu comme ça, l'historiographie de l'emploi du terme hamite, jusqu'à au film Les Mines du roi Salomon par exemple, 1950, d'après un roman anglais que l'on tourne au Rwanda et on explique qu'il y a là des descendants des Égyptiens, etc. Donc effectivement tout l'africanisme est imprégné par ça et on l'a oublié parce qu'aujourd'hui, parmi les innombrables conflits en Afrique, chaque fois on a une explication, vous savez, toute faite, c'est un conflit ethnique, bien sûr, et on oublie qu'il y a cette spécificité pour laquelle la région des Grands Lacs fera vraiment figure de laboratoire, c'est-à-dire une opposition raciale au sein des peuples africains, considérée comme une opposition naturelle, atavique, ancestrale, etc. Oui, et d'ailleurs vous dites avec Jean-Pierre Chrétien, Marcel Cabandin, dans l'introduction de votre livre, que vous auriez pu intituler ce livre du juif au Tutsi, parce qu'il y a la même forge et la même tradition savante, donc une façon de classifier comme ça une population supposée, Marcel Cabandin, une population supposée qu'on va délimiter, on va dire voilà, ce sont des gens qui sont différents des autres, et à partir de là, on va à la fois les mettre à l'écart des autres, mais également donc provoquer de l'envie parfois vis-à-vis d'eux, mais également faire qu'ils vont eux-mêmes finir par se penser comme différents des autres, Marcel Cabandin.
Oui, on aurait peut-être pu l'intituler comme ça, effectivement, du juif au Tutsi. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu le projet d'intituler le livre comme cela. Juste qu'on n'a pas voulu peut-être créer des amalgames et être mal compris, mais ce n'est pas qu'on voulait, justement, qu'on voulait dire que le juif égale Tutsi. Justement, non, c'est tout le contraire de ça. Mais pour dire qu'il y a un destin ils partagent le regard qui est porté sur eux par d'autres, et ils partagent aussi les clichés quand on voit la propagande anti-Tutsi et les rappelle étrangement cette propagande anti-juif des années 30. Et on trouve alors dans les discours des responsables, même des auteurs du génocide, cette comparaison, elle est faite jusqu'aujourd'hui sur les sites internet concernant notamment le Congo. L'idée que ce serait des juifs, que le complot anglo-saxon, le complot juif, etc. On les retrouve dans la propagande. Oui, Jean-Pierre Chrétien, c'est très étrange parce que on leur attribue des caractères. D'ailleurs, c'est assez compliqué parce que les premiers voyageurs ne savent pas très bien comment distinguer les uns des autres, donc ils vont finir par mélanger les uns, mélanger les autres, et puis progressivement, on va parvenir à trouver une sorte de critères communs, des critères physiques, des choses comme ça qui vont soi-disant permettre de distinguer les Tutsis des Hutus, par exemple, qu'on va finir par forger comme identité, et puis on va leur donner des caractères, et parmi ces caractères, eh ben, ils sont plus fourbes que les autres, par exemple, ou ils sont à pro-gain, etc. Et on voit bien qu'il y a quelquefois des plaquages complets du processus antisémite sur la figure des Tutsis créés pendant cette colonisation du 19e et du 20e siècle, Jean-Pierre Chrétien. Oui, donc nous nous situons clairement dans la région des Grands Lacs, Rwanda, Burundi, mais aussi l'Ouganda. Et effectivement, il faut rappeler quand même les points fondamentaux de la définition du Hamid dans cette région, qui va être appliquée aux Tutsis, aux Hima de l'Ouganda, etc. C'est-à-dire des groupes de la société. Il faut quand même le rappeler à nos auditeurs. Hutus et Tutsis, au Rwanda ou au Burundi, parlent tous la même langue, sans aucun accent différent. Ils vivent ensemble, etc. Bon, alors donc le thème, c'est que les Tutsis, d'où émanent beaucoup de dirigeants, notamment au Rwanda, milieu dirigeants, sont décrits comme des étrangers. C'est très important. Depuis le début, on dit il y a les autochtones bantous. Entre parenthèses, tout le monde parle donc une même langue bantou, le Kinyarwanda. Bantou, autochtone, face à Tutsis étrangers venus d'Éthiopie. C'est la grande hypothèse. Le deuxième point, c'est que ces étrangers auraient apporté une féodalité. Ils auraient apporté dans leur bagage, en arrivant, on ne sait pas exactement quand, puisqu'il n'y a en fait aucune attestation précise de quelque invasion, ils auraient apporté dans leur bagage une féodalité, comme à la même époque, il faut se le rappeler, on attribuait aux Germains, au peuple germain, l'importation de la féodalité en Gaule. Donc, ils ont apporté la féodalité. On plaque des figures, donc d'un côté des agriculteurs, de l'autre côté des pasteurs nomades et féodaux. Et féodaux, ce qui est un peu curieux, on fait de ces pasteurs nomades des fondateurs d'État. Bon. Et alors, c'est l'essence de ces Tutsis, on la voit aussi, comme vous le rappeliez, dans leur trait physique, on globalise, tous les Tutsis se ressemblent, tous les Tutsis sont, on les voit tout de suite distinguer des Hutus. En fait, on demande aux gens d'aller sur la place d'un marché ou à la sortie d'une paroisse. Moi, je demande aux gens de distinguer à coup sûr qui est Hutu et qui est Tutsi. Mais en fonction d'idéal type, on dit voilà, ils sont différents physiquement et ils sont différents moralement. Oui, Monseigneur Leroy, évêque missionnaire, par exemple, présente les Galins, donc comme ils ont une physionomie intellectuelle et fine, l'amour du lucre et une habileté à s'ingérer partout. Effectivement, là, on se dit, quand on voit les Galins en Éthiopie, quand on voit une telle description, par exemple, on se dit effectivement, le modèle antisémite n'est pas très loin, Jean-Pierre Chrétien. Oui, puis l'hypothèse, c'est que ce sont justement les Galas qui auraient envahi la région des Grands Lacs, on ne sait pas quand, et qui seraient les ancêtres des Tutsis. C'est la grande hypothèse lancée vers les années 1860 par l'explorateur britannique Speke. C'était pour lui une hypothèse, une idée, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi au cœur des ténèbres de l'Afrique, il y avait des royaumes aussi bien organisés. Donc l'explication, ce n'était pas des nègres qui en étaient responsables, c'était ces étrangers venus d'Éthiopie. Et alors il fait l'hypothèse d'une invasion Gala, mais sans aucune preuve, une simple hypothèse. Il le dit lui-même, et ensuite tout le monde va répéter ça, et à force de répéter, ça prend figure de preuve. Oui, ce qu'il faut dire, Marcel Kabanda, c'est que, comme vous le dites dans votre livre avec Jean-Pierre Chrétien, donc Rwanda, racisme et génocide chez Belin, on est tributaire, dans ces années du début ou du milieu du XXe siècle,
d'une vingtaine de voyageurs, anthropologues, ethnologues, qui parcourent en tous sens cette région des Grands Lacs et qui, d'une certaine façon, vont figer à une vingtaine de personnes, vont figer l'idée que l'on se fait des populations lointaines, donc on ne connaît pas, en Europe ou aux États-Unis, Marcel Camandin. Oui, ils ont figé, mais ce qui a figé, c'est peut-être pas les récits des explorateurs. Ils ont, comme Speck, comme vient de le rappeler Jean-Pierre Chrétien, il fait une hypothèse. Le problème, c'est que cette hypothèse, elle est reprise pendant la période coloniale, et comme si c'était une réalité, en fait, ce qui est d'abord une hypothèse va être utilisé dans la manière de gérer la société rwandaise en particulier. Donc, c'est cet outil qui sont considérés comme des faux nègres, plus proches des blancs, auxquels on va accorder, dans lesquels on va supposer qu'il existe un peu une intelligence supérieure, une capacité d'organisation de la société. C'est à eux que l'administration coloniale va confier le rôle de transmettre, d'exécuter ses ordres dans la société rwandaise. Donc, on va partir de cette hypothèse qui fait des outils, des phonèmes, donc des hommes supérieurs. En fait, elle va donner comme une réalité. C'est-à-dire que ce qui était une sottise ou bien... C'est-à-dire les paroles vont s'inscrire en acte. Les paroles vont s'inscrire en acte et donc on va passer de l'hypothèse qui est exprimée par des voyageurs, par des explorateurs, on va passer, cette fois-ci, on va intérioriser ces paroles qui deviennent des actes, qui deviennent des modèles de gestion de la société. Oui.